Bonjour à tous. Alors, je suis vraiment super heureuse d'être avec vous cet après-midi. Donc, d'autant que moi, en fait, je viens vous raconter le plus beau jour de ma vie. En fait, c'était plutôt le plus beau jour de la vie de la jeune fille que j'étais à l'époque. Pourtant, c'était vraiment pas du tout une journée qui commençait très bien. Le temps était exécrable. Il y avait du brouillard, il y avait de la bruine, il y avait du crachin, tout ça. Et là, mon père me dit, tiens, me dit à mes deux frères et moi, nous dit, tiens, ça vous dit pas de venir faire un tour en bateau? Alors là, franchement, on adore le bateau, mais avec le temps qu'il faisait, on n'était vraiment pas du tout motivés. Et pourtant, bon, les parents savent bien faire ça de temps en temps. Ils ont réussi à nous convaincre. Il a réussi et du coup, nous voilà donc sur le Zodiac, dans le brouillard. Et puis, donc on distingue, donc on a nos gros kawaii, nos gros manteaux, et on distingue au loin un autre Zodiac, en fait. Et donc, on s'en rapproche un petit peu. Et à ce moment-là, en fait, on voit comme des formes noires, en fait, qui nagent autour du Zodiac. Alors au début, j'ai pensé à des plongeurs, je ne sais pas du tout pourquoi. Et en fait, plus on se rapprochait l'autre zodiaque, en fait, à un moment, ces formes noires sont arrivées vers nous, nous ont vraiment foncé dessus. Et là, à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que c'était des dauphins. Et c'était pas des dizaines de dauphins, mais c'était des centaines de dauphins. Et à ce moment-là, je me souviens, je me suis mis à l'avant du zodiaque et j'étais toute tendue comme ça. Je tendais le bras et j'essayais de les toucher. Et je ne sais plus si j'ai dit à mon père ou si je l'ai pensé très fort, mais je me suis dit que c'était vraiment le plus beau jour de toute ma vie. Et à partir de ce moment-là, je pense pouvoir dire que les dauphins ne m'ont plus jamais quitté. Et peut-être ça a participé à mon amour justement du comportement des animaux sauvages. Et donc c'est assez logiquement qu'en fait, à 19 ans, je décide de devenir éthologue, donc spécialiste du comportement des animaux sauvages. Et donc, bon, bah, je m'avance vers la licence master, le parcours assez classique. Et en fait, ça ne se passera pas exactement comme ça, puisque bon, j'ai quand même essayé. Hein, j'ai commencé la licence. J'ai tenu 2 semaines. Et parce que bon, bah, la théorie, en fait, on passait notre temps depuis le collège, le lycée à être dans la théorie. Et là, je crois que c'était plus possible. Et du coup, je me suis dit, bon, bah maintenant, il faut que je me mette à pratiquer, en fait. C'est ça qui me donne envie. Donc, quoi de mieux pour pratiquer que de partir directement sur le terrain? Et là, je décide, du coup, de partir au Canada. Parce que le Canada, moi, j'en rêvais depuis super longtemps. Les grands espaces, le sirop d'érable, les orignaux, tout ça. Et puis, en fait, là, la vie en a un petit peu décidé autrement, puisqu'en fait, le destin m'a amené en Israël. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose à voir. Et surtout que je suis partie du coup étudier les vautours dans les montagnes du Golan. Donc me voilà rendue en Israël et tous les matins, alors je pars avec mon sac à dos, ma longue vue, et je pars toute la journée comme ça et je vais étudier les vautours dans les falaises. Et donc petit à petit, je me familiarise avec leur comportement. Après des heures d'observation, un jour je fais une observation vraiment étrange. En fait, j'observe un adulte qui est à côté, debout à côté de son nid et qui est en train d'essayer de relever son oisillon. Et en fait, donc très 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 délicatement, avec son bec, il passe son bec en dessous la tête de son oisillon et je vois la tête de l'oisillon qui retombe. Je réalise qu'en fait son oisillon est mort. Et donc je vais observer encore ce manège pendant un moment et le lendemain, quand je vais revenir, en fait, je trouve ce vautour-là debout à côté du nid, le regard dans le vide. Et vraiment, c'était un comportement très étrange pour moi. L'oisillon était toujours dans le nid, mort. Et c'est seulement le 3e jour, quand je vais revenir, qu'à ce moment-là, en fait, je vais voir le vautour commencer à prendre son envol, à commencer à faire des petits cercles, comme ça, et de plus en plus grands, et jusqu'au moment où le vautour va partir. Et moi, j'ai vraiment vécu ça, vraiment comme, en fait, le deuil, en fait. Je venais d'observer, d'après moi, un deuil chez un vautour. Donc je ne pensais pas jusqu'à ce moment-là, en fait, que je pensais bien que le deuil existait chez les animaux, mais je ne l'avais jamais observé de mes yeux. Et du coup, ça m'a vraiment interrogée du coup, sur le propre de l'homme. Là, je me suis dit, bon, bah alors, j'ai commencé à fouiller un peu, c'est quoi le propre de l'homme? Donc le propre de l'homme, c'est un peu le comportement qu'on cherche pour se dire que l'homme est complètement différent des autres animaux.
Et donc on a beaucoup cherché, on a commencé très très tôt. Il y a un monsieur qui s'appelle Anaxagore, je crois, qui a dit en fait, ce qui sépare l'humain des autres animaux, c'est le fait qu'ils ont des mains. Bon, alors cet homme-là ne devait pas voyager beaucoup, mais pour sa décharge, c'était il y a très très longtemps. Et puis après, il y a d'autres personnes qui ne devaient pas voyager beaucoup non plus, qui ont dit, bon, bah, c'est que nous, on a un plus gros cerveau. Et puis après, quelqu'un d'autre a dit, mais nous, on utilise des outils. Donc à chaque fois, on se rendait compte qu'en fait, c'était pas vrai. Mais il y a quand même une que j'ai quand même particulièrement appréciée. On s'est rendu compte que certains animaux utilisaient des outils. Et il y a un petit malin qui a dit, ouais, mais nous, on réutilise des outils. Lui, j'ai beaucoup aimé quand même. Et là, même là, pas de bol, en fait, certains animaux réutilisent eux aussi des outils. Donc à partir de ce moment-là, il faut savoir que le débat est encore en cours, hein, on cherche toujours. Et puis, il y a quelque chose que j'ai appris aussi entre-temps, peut-être vous le savez déjà, mais c'est qu'on partage 40% de notre ADN avec le ver de terre. Ça doit représenter à peu près ça. 40% de l'ADN avec le ver de terre. Donc l'ADN, c'est un peu comme le mode d'emploi des organismes, on va dire. Donc on partage 40% de notre mode d'emploi avec le ver de terre. 60% avec la poule, 80% avec la souris, 95% avec le porc et 99,4% avec le chimpanzé. Donc ça fait réfléchir un peu. Et les chimpanzés, j'ai eu la chance de les rencontrer en Afrique de l'Ouest et de travailler un petit peu avec eux. Et en fait, à un moment, j'étudiais 2 adultes en brousse, 2 mâles adultes. Et donc, pour aller les voir tous les jours, je traversais comme une rivière, un petit bras de fleuve à la nage. Et puis, j'arrive de l'autre côté, et donc je les avais appelés, les chimpanzés étaient là, les 2 mâles étaient là, tout se passait très bien. Et à un moment, je vois un des 2 mâles mais s'énerver, se mettre en position d'agression. Il devait être à 20-25 mètres de moi. Donc, c'est-à-dire que bon, il se met debout sur ses 2 jambes, puis il commence à se balancer comme ça, d'une jambe sur l'autre. On appelle ça un display, donc il se met à me faire un display. Alors moi, j'étais en position de soumission, comme on fait toujours avec les chimpanzés adultes, on est toujours un petit peu comme ça. Non, bon, c'est toi le plus fort, hein. Voilà, j'ai pas forcément envie de me confronter. En tout cas, là, lui, il avait envie de se confronter. Et puis, donc moi, j'étais là, je le vois s'ébouriffer, se mettre debout et s'énerver. S'ébouriffer, c'est-à-dire que ses poils se dressent, donc il a l'air d'être encore 3 fois plus gros. Et puis, il prend une branche et puis il se met à taper sur le sol, comme ça. Et puis alors du coup, il se met un moment à me charger. Et moi, j'étais par terre, comme ça, et j'avais pas le temps de courir jusqu'au fleuve. J'étais pas. Et là, donc, il me charge. Donc, il y a 20 mètres, 15 mètres, 10 mètres, 5 mètres. Et là, j'ai une réaction complètement inattendue, on va dire. En fait, au lieu de me protéger, je lui ouvre les bras et je l'accueille. Et je dis « Waouh, je suis tellement contente de te voir !» Bon, il a dû sentir que bon, j'étais pas non plus très 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 fière. J'avais la voix qui faisait plutôt comme ça. Mais n'empêche que ça, vraiment, il s'est passé quelque chose de très très fort à ce moment-là. C'est que moi, je m'attendais à ce moment-là, donc j'ai complètement lâché prise, j'ai complètement ouvert à dire bah, advienne que pourra. Et en fait, à ce moment-là, donc je m'attendais vraiment à recevoir un choc, une morsure ou pire. Les chimpanzés sont très agressifs et peuvent être très très violents. Et en fait, à ce moment-là, le fait d'avoir ouvert les bras, ça a tout changé. Ça l'a comme décontenancé. Et il s'est assis devant moi et il s'est mis à m'épouiller en signe d'apaisement social. Et alors moi, là, ça m'a tellement surpris. Je me suis dit, waouh! Alors si j'ai le pouvoir simplement avec mon positionnement, simplement en lâchant prise, en étant dans le présent et en ouvrant, en accueillant, au lieu de me renfermer, au lieu de me protéger, au lieu de fuir, si je peux désamorcer une charge d'un chimpanzé adulte, peut-être que ça, je peux le faire dans toute ma vie. Et alors du coup, la vie m'a amené, je vais raconter ça rapidement, à pouvoir l'exercer chez moi, parce que je suis revenue et puis j'étais un moment caissière dans un magasin.
Et là, du coup, j'ai vu un peu, tout de suite, cette scène-là m'est revenue. J'ai vu une dame qui arrivait, qui avait l'air très en colère. Je l'entendais déjà grogner un peu s'agacer. Et puis moi, je me suis dit, bon, ça y est, ça c'est pour moi. Je vais prendre toute la frustration, tout ça. Et puis en caisse, c'est comme dans la brousse, hein, on peut pas vraiment fuir et tout. Donc, elle arrive vers moi comme ça. Et puis là, je me dis, waouh, ok. J'ai pensé au gros chimpanzé et je me suis dit, eh ben, fais pareil, ouvre, accueille-la, et tu vas voir ce que, voilà, peut-être ça va changer quelque chose. En tout cas, ça coûtait rien de tester. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Elle est arrivée, je lui ai fait mon plus grand sourire, et je lui ai dit bonjour, je lui ai demandé comment elle allait, tout ça. Et ça a fonctionné. En fait, son visage s'est détendu, et on a même pu blaguer un petit peu, et on a passé toutes les deux un très bon moment. Donc, je me suis dit que vraiment, tout ce que j'avais appris là, c'était le début vraiment d'une grande prise de conscience pour moi à ce sujet-là. Et puis, j'ai pris une autre leçon. Alors, cette fois, c'était très loin de la brousse, puis c'était sur un petit îlot volcanique qui est situé dans l'océan Indien. Je ne sais pas si certains connaissent. Ça s'appelle l'île d'Amsterdam. Donc, c'est une toute petite île. Et en fait, donc elle est très éloignée des autres continents. C'est même l'île la plus isolée du monde, en réalité. Et donc, c'est à 3 semaines de bateau à partir de l'île de la Réunion. Là-bas, j'étudiais une colonie d'otaries à fourrure. Donc, les otaries à fourrure, en fait, c'est pas vraiment celles qu'on voit dans les zoos, hein. Moi aussi, au début, je croyais, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai vite compris que c'était pas ça du tout. Et en fait, les otaries, surtout là, sur une zone de reproduction, en fait, sont très agressives. Donc le mâle, il a 6 à 8 femelles dans son harem et il les protège très agressivement, on va dire. Donc on se faisait charger tout le temps, en fait, par les mâles et par les femelles qui essayaient de nous croquer quand on passait. Et donc ce jour-là, en fait, ah oui, il faut les voir, les mâles aussi, eux, ils sont particuliers, ils sont dressés sur leur palmure comme ça. Et puis ils font 200 kilos quand même, hein. C'est des belles, voilà, c'est des beaux mâles. Et puis il paraît la pression de mâchoire d'un ours. J'ai eu la chance de pas tester. Et puis ils ont une petite houppette comme ça, comme une petite crête. Et puis et quand ils chargent, ils sont tellement rapides qu'ils ont l'air de voler au-dessus des rochers pour venir nous attaquer. C'est super impressionnant. Et donc ce jour-là, en fait, je vois un de ces mâles-là, très fier, sur ses palmures. Et je vois autour de son cou une corde, en fait. Il était cerclé. Ce qu'on appelle cerclé, c'est quand ils se prennent dans un filet de pêche. Et en fait, il y a une partie qui reste bloquée autour de leur cou. Et au fur et à mesure qu'ils grossissent, en fait, ils vont s'étrangler avec. Donc quand je vois ce mâle-là, ça m'était arrivé de trouver des femelles et des jeunes cerclés de la même manière, que j'avais réussi à libérer. Mais quand jamais j'avais trouvé de mâle, et je croisais les doigts pour que ça n'arrive jamais, et que je n'ai pas à le libérer. Et pourtant, quand je l'ai vu là, ce mâle de 200 kilos avec son cerclage jaune autour du cou, à aucun moment, j'ai pensé que je n'allais pas le faire. C'était sûr et certain, je pouvais y laisser ma vie, mais je voulais sauver cette otarie. Et du coup, c'est très amusant parce qu'à partir du moment où je me suis mis dans cette présence, où j'ai vraiment compris que j'allais le faire, peu importe ce qui se passe, c'est comme si, j'entendais plus de son, tout était hyper clair dans ma tête. Donc j'avais toujours ce bâton avec moi, j'avais pris le crochet et le scotch dans mon sac, du coup je mets le scotch autour du crochet, et puis en fait, donc je m'approche, je sais pas trop comment, parce que d'habitude donc il y a des otaries sur tous les rochers. Et en fait, j'ai vraiment couru de rocher en rocher comme ça jusqu'à lui, et je l'ai pris tout de suite. J'ai réussi à prendre le filet derrière sa tête et à tirer dessus. Et en fait, le mâle a pas bougé. Alors que d'habitude, tout le temps, je me faisais charger. Et là, j'ai vraiment compris que, encore une fois, la force de mon intention, cette présence que j'avais eue, en fait, avait réellement créé une bulle, en fait. Et c'est un peu moi j'appelle ça un peu la bulle de présence, dans laquelle, en fait, quand on est dans le moment présent, quand on est en pleine conscience, en fait, c'est comme si tout était possible. Comme si vraiment, il n'y avait plus aucun frein. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que mentalement, du coup, on était souvent dans le passé, souvent dans le futur. Donc en fait, on n'arrivait pas trop à vivre ce moment présent-là. Et donc, soit on est dans le passé, où on ressasse des choses, soit on est dans le futur, on s'imagine des choses. Et donc en fait, vraiment d'être dans cette présence-là,
j'avais compris à quel point lui, ça avait transformé aussi. Il était resté là, je m'étais pas fait charger. Et ça a vraiment été aussi une grande prise de conscience pour moi. Donc la troisième leçon, c'était en Russie, avec une louve que j'étudiais. Donc j'avais pour mission de tester la performance des colliers GPS sur des loups. Et donc rapidement, il s'est créé une relation tellement fusionnelle entre nous que je pouvais lui enlever les colliers et lui remettre à la main, et j'ai jamais eu besoin de l'endormir. Et donc quand j'arrivais vers elle, en fait, j'enlevais mes raquettes pour pas faire de bruit et pour profiter du silence de la taïga. Et un jour, je suis tombée dans un trou de neige alors que je la suivais. Et à ce moment-là, en fait, elle s'est retournée vers moi et on s'est retrouvés vraiment les yeux exactement à la même hauteur. Et là, dans ma tête, donc c'est le mental qui a commencé à tourner un petit peu. Et je me suis dit, waouh, en fait, à ce moment-là, maintenant, je suis une proie. Mais j'ai pensé ça en oubliant un peu la confiance que j'avais en elle et la confiance réciproque qu'on avait créée. Et en fait, j'étais complètement dans ma vulnérabilité et j'ai accueilli vraiment ce moment. Et j'ai vu qu'elle avait un comportement qui m'a paru assez étrange au début. Donc, elle partait et elle revenait. Elle partait, elle revenait. Elle faisait 2 mètres, elle revenait. Et elle se mettait à pleurer, en fait. Comme si vraiment, elle était gênée. Elle me disait, bah, viens, qu'est-ce que tu fais? Et puis, à un moment, elle a fait quelque chose qui m'est vraiment resté. Et elle est revenue, elle a essayé de prendre une branche entre ses dents et de l'amener vers ma main. Et là, j'ai compris elle avait compris que j'étais bloquée et qu'elle essayait que je puisse m'extraire en fait du trou. Et donc, à ce moment-là, le fait d'être dans cette vulnérabilité, en fait, le fait de lâcher prise complètement sur ce qui était en train de se passer, j'ai pu vraiment vivre ce moment avec elle et lâcher aussi toute cette impression de contrôle. Et ça m'a vraiment aussi appris ça, en fait, que quand d'ouvrir à la vulnérabilité, ça peut ouvrir aussi un autre champ des possibles. Et donc, il y avait une image que ma mère nous donnait par rapport au lâcher-prise et au contrôle. C'était que elle nous parlait d'une grande rivière, en fait, mais une rivière très rapide, avec du courant, tout ça, et puis avec des rochers, et puis il y avait comme un gros tronc au milieu de la rivière. Et c'est comme si on était tous accrochés sur le tronc et qu'on avait beaucoup trop peur de ce qu'il y avait derrière. Et donc, on était là, et on a trop peur de perdre le contrôle, trop peur de lâcher prise. Et en fait, on est toujours du coup, on ne peut pas vraiment vivre le moment présent, on ne peut pas vraiment vivre ce qui est en train de se passer tant qu'on est justement dans ce contrôle-là. Et en fait, j'ai eu l'impression, lors de ces 3 histoires-là, lors de ces 3 anecdotes-là, qu'en fait, j'avais réussi à lâcher un peu en fait, ce gros tronc, à lâcher prise, à ouvrir à la vulnérabilité, et que ça avait vraiment modifié mon positionnement, non seulement auprès des animaux sauvages, mais aussi dans ma vie de tous les jours. Et du coup, ça m'avait complètement transformée. Du coup, les animaux sauvages m'ont beaucoup appris à ce niveau-là, appris par rapport à mon positionnement, mais j'ai aussi appris, évidemment, beaucoup de choses d'eux-mêmes. J'ai appris que les animaux pouvaient manipuler, pouvaient tricher, pouvaient duper, et j'ai aussi appris des choses beaucoup plus belles. J'ai appris que, en fait, ils avaient une intelligence émotionnelle, pour certains extraordinaire, une grande intelligence sociale. Et je me suis dit que peut-être on pouvait s'inspirer d'eux pour certaines choses. Et que finalement, on est toujours un peu, j'ai l'impression, c'est assez amusant et en même temps assez triste, on est toujours un peu tourné vers l'extérieur, on cherche des extraterrestres qui ont des formes de vie super intelligentes, tout ça. Alors que j'ai l'impression que ces formes de vie-là, très intelligentes et différentes de nous, sont déjà présentes sur cette Terre. Et du coup, finalement, peut-être que moi, j'aimerais que mon rêve, en fait, c'est que le propre de l'homme, peut-être que ça puisse d'être un peu les gardiens, les garants, en fait, de la survie et du bien-être de tous les êtres vivants, humains et non humains. Voilà. Merci. Merci.